Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, Guillaume Boutin, le CEO de Proximus, se défend après la chute de 75% de la valeur boursière de l'entreprise en 5 ans lors d'une audition décisive devant la Commission parlementaire des entreprises publiques. Et il faut absolument qu'on puisse rattraper ce retard et pour ça on doit investir énormément. Frisson sur le marché crypto. Le Bitcoin s'approche des 100 000 $, puis recule à 93 000 $. Julien Vallet, PDG de Finst, nous explique tout. Le seuil des 100 000 $, c'est un seuil psychologique qui est très important. Nouvelle installation chez Bicover. Le budget de la France qui inquiète, l'Europe dans le rouge, ou encore Olivier Mouton qui nous parle de la gestion des entreprises publiques. Restez bien à l'écoute. Z sur 7 à la une. Trois heures d'audition pour Guillaume Boutin, le patron de Proximus, face à la Commission parlementaire des entreprises publiques. Au cœur des échanges, la chute de 75% de la valeur boursière en 5 ans. Guillaume Boutin, CEO de Proximus, s'explique. Il y a une pression sur le cours de bourse, mais qui s'explique par les besoins en investissement massifs dans l'infrastructure fibre. Vous savez que la Belgique est très en retard en la matière et il faut absolument qu'on puisse rattraper ce retard et pour ça on doit investir énormément. Et puis aussi il y a un petit peu d'incertitude sur la structure du marché avec l'arrivée d'un nouvel entrant dans quelques semaines et ça pèse également sur le cours de bourse. Résultat, l'État belge, actionnaire majoritaire, voit ses dividendes s'amenuiser. Si certains justifient cette situation par des explications logiques, d'autres y perçoivent une faille dans la gestion. Michael Freilich, député NVA. Malgré des investissements massifs dans la fibre optique, Proximus a vu la valeur de ses actions chuter plus fortement que d'autres entreprises. De plus, elle est la seule en Belgique à avoir été exclue du Belvin, contrairement à d'autres pays. Pourquoi cette différence ? Le responsable de Proximus défend sa position en insistant sur la complexité du marché belge, où 3 opérateurs se partagent le terrain. Autre reproche, la disponibilité des liquidités qui serait au plus bas avec des chiffres avoisinant les 18 millions d'euros. Guillaume Boutin, CEO de Proximus. Il faut savoir qu'il y a un effet mécanique. Le free cash flow qu'on avait avant d'investir dans la fibre était d'environ 500 millions d'euros. Aujourd'hui, on investit 550 millions d'euros dans la fibre chaque année. Et donc, notre free cash flow, en fait, il est un peu impacté par cela. Bien sûr, une fois que les investissements dans la fibre s'arrêteront, seront derrière nous, eh bien, le cours de bourse reviendra. Le renouvellement du mandat de Guillaume Boutin, malgré les soucis de Proximus, reste incompréhensible pour certains. Michael Freilich, député NVA à nouveau. Proximus est une entreprise en difficulté. Et pourtant, le mandat de son PDG, Guillaume Boutin, a été prolongé de 18 mois avant son échéance, avec une augmentation de rémunération comprenant une prime annuelle de 400 000 € et l'attribution de 75 000 actions. La NVA appelle à un audit externe pour mettre en lumière les détails du rachat de l'opérateur indien Route Mobile, Proximus étant accusé de transactions fictives visant à faciliter cette acquisition. Z sur 7 à la une. Cap des 100 000 $ atteints pour le Bitcoin. Bien que nous anticipions cette annonce en début de semaine, la crypto-monnaie, après s'être approchée à moins de 300 $ de ce seuil, a reculé pour se fixer à 93 000 $. Julien Vallet, PDG de Finst. Le seuil des 100 000 $, c'est un seuil psychologique qui est très important. Donc, je pense qu'il y a des vendeurs qui se sont placés juste avant les 100 000. C'est-à-dire que plutôt que de prendre le risque de ne pas être exécuté sur un ordre à exactement 100 000, on a des courants vendeurs qui se sont manifestés aux alentours des 99 000 $. Est-ce une simple prise de bénéfice ou un véritable renversement de tendance ? Les investisseurs retiennent leur souffle, alors que jusqu'à présent, tous les indicateurs semblaient favorables à une hausse du Bitcoin. Ce qu'il va falloir maintenant pour continuer cette dynamique, c'est que les
annonces soient suivies des faits. Et si effectivement il s'avérait que les annonces prometteuses de Donald Trump ne se matérialisent pas dans les quelques semaines à venir, on pourrait alors avoir un marché qui consolide à nouveau dans l'attente de nouvelles plutôt positives, y compris sur le front géopolitique. Reste à savoir, le Bitcoin va-t-il bientôt casser le plafond des 100 000 $? Les arbres ne grimpent jamais jusqu'au ciel et je pense qu'il faut que les investisseurs le comprennent. Il faut faire attention à ne pas céder à l'euphorie. Si on regarde les précédents cycles, le Bitcoin pourrait aller beaucoup plus haut. La grande difficulté des analystes en crypto, c'est le manque de données historiques. Quand on regarde le marché action, on peut dire que le marché action fait 8% en moyenne sur les 100 dernières années. On n'a que 10 ans de recul sur le marché des cryptos, donc ça rend la tâche beaucoup plus difficile. En l'absence de certitude sur l'évolution du marché, Julien Vallet recommande aux investisseurs de définir un plan de trading avant toute prise de position, insistant sur l'importance d'objectifs clairs et d'une rigueur constante pour maîtriser les risques. Z sur 7 à la une. À Herstal, chez Beakover, à 10 mètres sous terre, se cache un espace sécurisé abritant une gigantesque installation de 60 mètres de long. Ce banc d'essai aérodynamique servira à évaluer les compresseurs des futurs moteurs d'avions civils et militaires. Olivier Servet, directeur général de Beakover. Le compresseur, c'est la partie avant du moteur, c'est la partie qui va comprimer l'air avant de rentrer dans la chambre de combustion et que l'énergie générée par la chambre de combustion va être utilisée par la turbine pour entraîner l'hélice qui va pousser l'avion. Ce matin a marqué l'inauguration d'un laboratoire de test unique en Europe. Doté d'un système de boucle d'air fermée, il offre aux ingénieurs la possibilité de mener des tests très précis en conditions d'altitude. On a les capacités de générer des conditions d'altitude pour que les futurs compresseurs se comportent comme s'ils étaient intégrés dans un moteur intégré dans un avion qui volait à 10 000 mètres d'altitude. Afin de réduire de 20% l'utilisation de kérosène et les émissions de CO2, des systèmes d'optimisation des ressources ont été déployés. L'initiative Beakover est soutenue par un investissement de 50 millions d'euros financé à hauteur de 25% par Safran Aérobooster, 25% par la SFPIM au niveau fédéral et 50% par la région wallonne. Olivier Van der Heist, président de Wallonie Entreprendre. Ce projet coche plusieurs de nos priorités. L'industrialisation, l'innovation, la décarbonation. On va tester ici des moteurs plus verts. L'autonomie stratégique européenne, c'est une capacité industrielle importante qui n'existait pas encore à ce niveau en Europe. Et enfin, l'ancrage, puisque la bonne articulation recherche, test et production ancre plus encore Safran Aérobooster en Wallonie. Beakover a noué plusieurs partenariats académiques, dont un avec l'Université de Liège. Le laboratoire sera ouvert à tous les motoristes et autres acteurs de l'industrie aéronautique, tant publics que privés. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier vient analyser le cours des marchés. Aujourd'hui, Jean-Marc Turin de la banque Degroof Petercam vient nous détailler la séance boursière actuelle. L'Europe a terminé dans le rouge et le budget de la France inquiète, mais il y a également d'autres résultats importants de la journée. Et donc on a eu en Allemagne des chiffres de confiance des consommateurs qui étaient un peu plus faibles que prévu. À l'inverse, aux États-Unis, on a eu des chiffres pour la deuxième estimation du PIB au troisième trimestre qui ont confirmé que c'était 2,8, donc ça c'est des bons chiffres. Et surtout, on a eu le Core PCE, qui est la mesure d'inflation préférée de la Fed, qui est sorti à 2,8, on vient de 2,7 le mois précédent. Vous avez parlé effectivement de la France, et donc où le gouvernement peut tomber d'un moment à l'autre. C'est vrai que le contraste entre des bonnes données aux États-Unis et des moins bonnes données en Europe est assez saisissant. Un fossé est même évoqué, et celui-ci pourrait être la raison derrière la forme du dollar. Ah oui, clairement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez une activité économique qui est résiliente, vous avez une inflation qui baisse plus trop dernièrement, et donc ça amène la Fed à dire qu'elle va baisser ses taux, mais moins vite qu'avant. Donc en septembre, on s'attendait à ce qu'en 2025, elle baisse ses taux 6 à 7 fois. Là, on n'attend plus que 2-3 fois. À l'inverse, en zone euro, on voit que l'activité est faiblarde et donc la Banque centrale n'a pas vraiment de choix que de baisser les taux. Et donc, si le différentiel augmente, forcément, ça soutient le dollar. Or, un dollar fort, on sait que ce n'est pas spécialement bon pour les actifs risqués globalement et surtout pour les marchés émergents. La Fed, la Réserve fédérale américaine, ainsi que les banques centrales ont été évoquées pour les taux courts.
Mais cela est différent pour les taux à long terme. Oui, effectivement, les taux courts, c'est les banques centrales et l'inflation. À long terme, c'est plutôt les perspectives de croissance et les trajectoires budgétaires. Et c'est vrai que quand on regarde les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis, on a eu 40 ans de baisse de taux qui se sont interrompus en 2022 avec le choc sur l'inflation. Ici, on était à un niveau, ça semblait stabiliser autour de 4, 4,5. C'est vrai qu'à partir de la fin de l'été, les taux qui étaient à 3,60 ont remonté à 4,5. Avec la possibilité d'une victoire de Donald Trump, parce que le marché se disait, on peut en discuter, mais OK, Trump va plutôt booster la croissance, pas faire très attention au déficit, amener de l'inflation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces dernières semaines, en fait, les taux, depuis quelques jours, rebaissent. On est repassé à 4,20. Il pourrait alors potentiellement y avoir une corrélation entre cette baisse et la nomination de Scott Bessent au Trésor. Ben oui, c'est probablement pas un hasard. Et disons que c'est une des premières nominations qui a plutôt été de nature à rassurer les marchés. Notamment, le marché a bien aimé sa fameuse règle 3-3-3. Donc, il vise 3% de croissance, 3% de déficit, sachant qu'on est à 7% aujourd'hui, et 3 millions de barils en plus. Alors évidemment, c'est pas lui qui a les pleins pouvoirs, on va voir ce qu'il pourra réellement faire, mais en tout cas, ça montre enfin qu'il y a quelqu'un dans l'administration qui se préoccupe un peu des déficits. Les 3 millions de barils, on peut espérer que ça fasse baisser, ou en tout cas que ça évite les chocs sur le prix du pétrole. Après, c'est vrai, quand on regarde les taux américains, 4,5, ça semble un niveau assez juste, quand on y pense. Dans les 7% de déficit américain, il y a la moitié qui est simplement pour payer la charge de la dette. Donc on comprend bien qu'ils ne peuvent pas se permettre que les taux ne montent de trop. À l'inverse, la dette américaine, 36 000 milliards de dollars, 1 800 milliards par an de déficit, donc c'est 5 milliards par jour. On comprend bien que les taux ne vont pas rebaisser au niveau pré-Covid tout de suite. Il y a un réel engouement sur les marchés, principalement aux États-Unis. Mais cela pourrait être dangereux. Disons que c'est vrai qu'il faut toujours faire attention quand il y a un consensus qui devient trop unanime. Et ça devient un petit peu le cas. Donc ça, c'est un point d'attention. Deuxièmement, c'est les valorisations. Les valorisations, c'est important à long terme. À court terme, c'est pas très important parce que quelque chose qui est cher peut rester cher. Mais à long terme, il y a une corrélation assez forte entre ce qu'on paye et le rendement qu'on peut obtenir. Et c'est vrai que les marchés américains est plus cher que les autres bourses mondiales, aussi un peu plus cher par rapport à son historique. Mais si on veut nuancer, il faut rappeler que il y a une croissance plus forte aux États-Unis des bénéfices des entreprises, croissance plus forte de l'économie. Quand on regarde la composition de l'indice, on a plutôt nouvelle économie versus old economy. Et il ne faut pas oublier que, je disais, on a toujours plus de dettes imprimées alors qu'on a de moins en moins d'actions en circulation. Et donc, je dirais que ça nuance un peu ces écarts de valorisation. Et donc, le message, c'est qu'on reste plutôt constructif sur les actions américaines, même si c'est vrai qu'il faut être sélectif. À la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Et enfin, pour terminer cet épisode, Olivier Mouton, chef news chez Trends Tendance, revient sur la gestion des entreprises publiques. Pour commencer, les modes de gestion, ainsi que la stratégie globale, pourraient laisser entrevoir une absence totale de transparence, créant l'impression que les entreprises publiques préfèrent qu'on ne s'intéresse pas à leurs pratiques internes. Alors, manque de transparence, je ne sais pas, dans le sens où tant Guillaume Boutin, CEO de Proximus, on vient de le voir, que Chris Peters, CEO de Bipost, sont plutôt présents dans les médias et s'expliquent. Je dirais que c'est plutôt un manque de lisibilité, d'une part, de la stratégie, qui, c'est vrai, est impactée, dans le cas de Proximus, il l'a dit, par des investissements lourds que l'on rattrape. On est en retard en Belgique, fameusement en retard. Donc ça pèse dans la structure, mais il y a aussi cette stratégie où on n'est pas nécessairement les meilleurs à domicile, mais en même temps, on va jouer à l'étranger en essayant de racheter des acteurs en Inde. Donc, il y a un manque de lisibilité et politiquement, on a vu que la NVA était très dure. Ensuite, on constate qu'il y a des politiques qui critiquent des entreprises étatiques. Mais alors, quel est l'intérêt ? Il y a un problème de gestion et de gouvernance, notamment dans le chef de l'État, de contrôle, c'est-à-dire de ses activités. Si la NVA est si dure au Parlement, c'est parce que la NVA n'est pas au conseil d'administration de Proximus et espérait y être. En plus, voit d'un mauvais œil que Guillaume Boutin a été prolongé 1 an avant le terme de son mandat, donc eux espéraient pouvoir peser. Donc il y a des jeux politiques qui jouent. Je passe évidemment le côté nationaliste de la NVA qui ne voit jamais d'un bon œil tout ce qui est belge. Mais derrière ça, il y a effectivement une dynamique que l'on peine parfois à rendre lisible. Troisièmement, il y a également une question d'image.
Proximus est souvent critiqué pour ses tarifs plus élevés qu'ailleurs. Bipost fait face à des soupçons de corruption. Comment le citoyen reçoit ces informations qui ne sont pas forcément positives ? Ça ne donne pas une bonne image, ça ne donne pas une bonne image non plus auprès des marchés, parce qu'on parle bien de lisibilité et de sanctions des marchés, avec les valeurs d'action qui chutent. Forcément, l'image qui est véhiculée n'est pas bonne. Alors, on a parfois un peu facile à tirer sur l'ambulance et l'État qui contrôle en tout ou en partie une entreprise, mais toujours est-il que ça... Peut-être que ça manque d'agilité, ça induit des situations qui sont compliquées, et ça Guillaume Boutin l'a dit, dans des marchés qui sont à la fois fragmentés, qui sont difficiles, complexes au niveau européen. Donc tout ça joue, mais il est clair que l'image est mauvaise. Et quand en plus de ça, on a des soupçons de corruption, comme ça a été le cas pour Bipost, rappelons-le, c'était dans le cadre du marché de la concession de la presse, donc, qui a été revu d'ailleurs. Tout ça rend évidemment la gestion de l'entreprise compliquée. D'autre part, certains estiment que nos entreprises publiques prennent trop de risques concernant les investissements à l'étranger. En tout cas, c'est ce que des experts comme Geert Noels ou Bruno Coleman, que l'on a contactés, nous disent. C'est que généralement, une stratégie de rachat de petits joueurs, parce que malgré tout, ça reste des petits joueurs, ceux que tant Bipost que Proximus ont achetés à l'étranger. C'est à la fois une bonne chose parce que ça permet de la croissance. Donc les deux CEO disent ça va nous donner une croissance dans les prochaines années. Mais en même temps, c'est un risque parce que si on n'est pas le meilleur chez soi, jouer à l'étranger peut rendre la démarche difficile à lire et représente malgré tout un risque dont on ne sait pas parfois où il mène. Donc, eux, les CEO, le voient positivement. Et le tout, ce sera de voir si demain, les marchés pourront embrayer. Enfin, est-ce que ce statut d'entreprise publique autonome avec l'État qui est majoritaire est encore viable ? En tout cas, c'est un vrai débat qu'on doit mener. D'une part, parce que certaines activités nécessitent encore une présence publique, d'autres peut-être pas. La concurrence est devenue importante, elle le sera davantage encore dans certains secteurs. Donc cette question-là, elle a lieu d'être. Et ce que nous disent nos interlocuteurs aussi, c'est que c'est une urgence politique et qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement de Baerder-Wever, sans doute que le sujet sera mis sur la table. Mais soulignons-le tout de même, tout n'est pas si négatif. Par exemple, Ethias et Belfius sont plutôt de bons élèves avec ce dernier qui engendre des bénéfices records chaque année. Ce dossier est à retrouver dans le Trends Tendance. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce pour améliorer la cybersécurité de votre société et afin d'en apprendre plus sur la fraude à la facture. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bienvenue à la Minute Cybersécurité. Je m'appelle Phedra. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fraude à la facture. La fraude à la facture est une forme d'escroquerie dans laquelle les cybercriminels envoient de fausses factures qui ressemblent aux vraies factures de fournisseurs connus. L'objectif ? Amener votre entreprise à payer sur leur compte au lieu de celui du fournisseur. Supposons que le service comptable reçoive une facture semblant provenir d'un fournisseur de confiance et demandant l'utilisation d'un nouveau numéro de compte bancaire. Sans vérification, le paiement est effectué et l'argent va directement sur les comptes bancaires des criminels. Vous pouvez éviter la fraude à la facture en prenant les dispositions nécessaires. 1. Demandez toujours à la comptabilité de vérifier les nouveaux détails de paiement auprès du fournisseur. 2. Mettre en place une procédure d'approbation pour les paiements importants. 3. Veillez à ce que les employés sachent comment repérer les changements suspects dans les détails du compte. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web @work.cfonweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.